Et bienvenue à toutes et à tous et bienvenue pour ce 7e épisode de Salade Verte. Aujourd'hui, Salade Verte n'a jamais aussi bien apporté son nom puisqu'on va parler alimentation et l'impact des produits ultra transformés sur notre santé et sur notre environnement. Aujourd'hui, on accueille Anthony Fardet. Anthony, bonjour. Bonjour Antoine. Comment tu vas ? Ça va très bien, tout va très bien, ouais. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Tu es un grand expert de ce sujet-là, et donc je suis très content de pouvoir t'accueillir pour parler d'alimentation et de nutrition. Enfin, je pense que c'est un sujet préoccupant aujourd'hui. Et donc, ce que je vais te demander, alors je reviens un peu sur le topo. Je te réexplique le concept de salade verte. C'est en 3 parties: entrée, plat, dessert. En entrée, on va revenir sur ton parcours, comment tu t'es spécialisé dans la nutrition, l'alimentation et les produits ultra transformés. En plat, on va du coup continuer sur ces produits ultra transformés, savoir qui ils sont, comment les reconnaître, l'impact sur notre santé et sur notre environnement. Et en dessert, on va plutôt avoir des questions un peu hors cadre, un peu plus personnelles. Est-ce que c'est OK pour toi ? Oui, parfait, très bien. Alors, sans plus attendre, passons à l'entrée. Et je vais te demander de revenir un peu sur ton parcours et comment tu en es venu à te spécialiser sur l'alimentation et sur du coup l'alimentation, les aliments ultra transformés. En fait, ça fait maintenant plus de 27 ans que je fais de la recherche, essentiellement publique. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, mon fil rouge dans mes recherches a toujours été le lien entre la transformation et l'impact de la transformation sur le potentiel santé de l'aliment, notamment sa matrice. Donc, j'y reviendrai plus tard. Après, mon parcours est assez classique. J'ai fait un bac D à l'époque, c'était sciences de la vie et de la terre. Et puis, j'ai intégré maths sup bio, maths spé bio, école préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs agronomes. Ensuite, j'ai intégré l'Agro-Paris-Tech, donc sur 3 ans à Paris. Et je me suis spécialisé en 1992 en 3e année en nutrition humaine, ce qui était la première année où la nutrition humaine était une spécialisation à l'Agro-Paris-Tech. Donc, on voit que dans l'enseignement, c'est quelque chose qui reste d'assez récent. Et puis après, je savais pas trop quoi faire. Donc, je savais que j'aimais bien analyser. Et donc, j'ai enchaîné sur un doctorat à l'université d'Aix-Marseille. Ça me plaisait bien puisque, en fait, je suis un peu un éternel étudiant. Donc, je m'en suis rendu compte plus tard. Et donc, la recherche, c'est un peu fait pour les éternels étudiants quelque part. Et donc, j'ai fait, une thèse de doctorat sur, on va dire, l'effet matrice des pâtes alimentaires. Pourquoi les pâtes alimentaires sont des sucres lents, pour faire simple. Donc, à l'époque, c'était assez pionnier de travailler sur des facteurs de la matrice alimentaire, sur l'effet santé des aliments, puisqu'on était plutôt focalisé sur les approches par nutriments, l'approche nutricentrée ou réductionniste. Et là, mon directeur de thèse m'a dit, écoute, je te lance sur un nouveau sujet. Il y a pas grand monde, mais c'est un challenge. Donc, j'ai relevé le challenge. Donc là, on était plutôt sur essayer de comprendre comment des facteurs qu'on qualifie plutôt de physico-chimiques ou physiques, c'est-à-dire pas les nutriments, peuvent jouer sur la digestion des sucres et des glucides des pâtes alimentaires. Donc, ça peut être la taille des particules, la porosité, etc. Donc, voilà. Et puis ensuite, j'avais fait un an avant de coopérant scientifique à l'Orstom, qui s'appelle l'IRD aujourd'hui, l'Institut de recherche pour le développement à Brazzaville pendant un an, où là, j'ai travaillé aussi sur les bouillies de sevrage pour les enfants et aussi sur l'effet matrice, comment en modifiant la matrice des bouillies, c'est-à-dire leur structure, etc., leur viscosité, on peut améliorer et optimiser leur valeur nutritionnelle. Après ma thèse, j'ai fait un an de postdoc chez Danone Lu, puisque Lu, à l'époque, appartenait à Danone. Alors, j'étais missionné à l'INRA, je continuais à l'INRA, mais je dépendais de Danone Lu. Et là, c'est pareil. L'idée, c'était de mettre en application mes résultats de doctorat, de thèse, pour voir si on pouvait faire que les biscuits, en jouant sur leur matrice, soient plus une source de sucre lent. Et puis ensuite, en 2003, j'ai intégré l'INRA. Et ça fait donc plus de 21 ans que je suis à l'INRA maintenant. Et je me définis comme un chercheur en alimentation préventive, durable et holistique. Donc, l'alimentation préventive, on va dire que c'est essayer de trouver des paramètres dans l'alimentation qui permettent de vivre longtemps, mais en bonne santé. Et ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, puisque l'espérance de vie en bonne santé en France est environ de 64 ans, hommes et femmes confondus. Mais il y a des pays qui sont au-delà, comme la Suède, qui est au-delà de 70 ans. Et puis, préventif, on y viendra dans la partie plat, c'est que faut que ce soit compatible avec la planète. Et la bonne nouvelle, c'est que les deux sont tout à fait compatibles, sans aucune difficulté. Et on pourra peut-être en parler dans la règle des 3V ou des 4V maintenant. Et puis, holistique, c'est le mot le plus important parce que
J'ai complètement réorienté mes recherches en 2011, où je suis passé d'une recherche de laboratoire à une recherche plus holistique, c'est-à-dire essayer de revisiter toute la chaîne agroalimentaire avec une nouvelle approche scientifique qu'on qualifie d'holistique, c'est-à-dire prendre les choses dans leur complexité et recréer du lien dans différents aspects de la chaîne agroalimentaire. Donc, pareil, je terminerai là-dessus. Par exemple, au niveau de l'aliment, l'approche holistique, c'est l'effet matrice, c'est-à-dire s'intéresser au lien entre les nutriments qui donnent une matrice alimentaire. Au niveau du régime, ça va donner la règle des 3V, puis des 4V depuis 2024. L'approche holistique appliquée au score alimentaire. Donc, on a développé le score SIGA. Et puis, une approche holistique appliquée à la transformation, qui est comment les entreprises agroalimentaires de transformation peuvent avoir une approche plus holistique et une durabilité au niveau des aliments. Et puis, au niveau de l'amont, qui est moins mon domaine, mais je travaille avec Michel Duru aussi, de temps en temps, qui lui est spécialiste de l'amont, c'est-à-dire la production. Il y a une approche holistique, c'est tout simplement une agriculture régénératrice qui protège le vivant, comme l'agroécologie, le bio, l'agroforesterie, la permaculture. Enfin, il existe plein de techniques, mais on est toujours dans l'idée du mot lien, c'est-à-dire recréer du lien entre les parties d'un système. Donc voilà, depuis 14 ans, je suis là-dedans et c'est une approche très empirique, c'est-à-dire on part du réel pour essayer d'élaborer ce qu'on appelle par induction, approche empirico-inductive, des nouvelles théories, paradigmes ou des hypothèses de recherche qu'on qualifie d'holistiques ou unificatrices. Donc les 3V en font partie, l'effet matrice associé aux maladies chroniques, SIGA, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre, et puis la classification NOVA du degré de transformation. Quand est-ce que dans ton parcours, tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème, par exemple, avec les produits ultra transformés? C'est quelque chose que tu as vu dans tes recherches? C'est quelque chose, je sais pas, en faisant tes courses, tu t'es dit: «Tiens, il y a peut-être quelque chose qui cloche», Alors, c'est venu sur le tard. Je ne connaissais pas leur existence, puisqu'on n'en parlait pas avant 2009-2010. Le terme existait, il avait été utilisé au Mexique dans les années 2000, mais il a été vraiment mis sur le devant de la scène par les Brésiliens, Carlos Monteiro. Donc, on aura le temps d'y revenir dans la partie plat. Et à cette époque, j'étais dans cette approche holistique et on réfléchissait avec mon collègue Edmond Roch comment on pouvait caractériser de manière justement holistique, c'est-à-dire globale et multidimensionnelle, la relation entre l'alimentation et la santé humaine et planétaire. Et dans cette approche-là, ayant aussi beaucoup travaillé sur la transformation et l'effet matrice, je suis tombé sur les travaux des Brésiliens au début des années 2010, vers 2012, sur l'ultra transformé. Et ça a fait tilt, en fait. Pourquoi? Parce que c'était une pièce du puzzle, une pièce qui venait se mettre dans mon puzzle et qui manquait, un chaînon manquant. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, l'ultra-transformation, c'est justement des aliments qui ont des matrices qui ont été fractionnées, dégradées, artificialisées. Que l'aliment ultra-transformé est un nouveau concept holistique et ça a permis de lever plein de doutes et de confusions. C'est-à-dire que le fait que dans les études antérieures, on ne prenait pas de manière systématique en compte le degré de transformation des aliments, ça entraînait des résultats souvent contradictoires et confusants, notamment en épidémiologie. Et en fait, voilà, donc en fait, c'est comme ça que je suis tombé dessus et que j'ai intégré le concept d'ultra transformé dans mon logiciel de pensée holistique et dans mes travaux. Mais c'était pas à l'origine mon sujet de recherche au sens strict. Je l'ai intégré ensuite dans mes travaux. J'ai donc travaillé un petit peu, entre guillemets, avec l'équipe de Montero. On a fait quelques articles. Et puis, de fil en aiguille, j'ai travaillé sur les ultra transformés avec toujours ce regard holistique parce que dès qu'on bascule dans une approche nutricentrée ou par nutriment ou réductionniste, eh bien, on commence à créer de la confusion parce que les sciences alimentaires et nutritionnelles sont d'abord des sciences holistiques, c'est-à-dire multidimensionnelles et complexes, avant d'être des recherches nutricentrées, quoi. Donc, je voulais sortir vraiment de l'approche tout nutriment qui, pour moi, avait échoué et n'avait pas permis d'enrayer en prévention les maladies chroniques, justement. Et donc, pour moi, l'ultra-transformation, ça a fait tilt parce que j'ai compris que c'était le concept qui manquait et le puzzle était finalisé, en fait. et aussi tu as écrit 2 livres là-dessus. Tu as écrit «Halte aux aliments transformés, mangeons vrai» et le deuxième c'est alors attends, Pourquoi tout compliquer? Bien manger, si simple. donc je mettrai les liens peut-être en bio pour ceux qui veulent découvrir ces livres et en savoir plus. Comment c'est venu un peu cette idée de vulgariser ces sujets-là dans des livres un peu, on va dire mainstream pour Quand je me suis éveillé à la règle des 3 V,
à l'importance de l'ultra-transformation pour la planète, à la fois la santé humaine et planétaire et globale. Avec cette nouvelle approche holistique appliquée aux sciences alimentaires et nutritionnelles et le fait de révisiter toute la chaîne agroalimentaire, je suis arrivé à des choses et des découvertes qui me paraissaient fondamentales à communiquer à la société. Parce qu'en fait, la société, on communiquait de manière plutôt sur les nutriments ou les groupes d'aliments, de manière assez réductionniste, de manière quantitative. Mais pour moi, ça ne me satisfaisait pas. Donc, quand je me suis éveillé à tout ça, je me suis dit, bon, c'est bien de répondre aux médias, c'est toujours bien, mais je pourrais pas donner des conférences tout le temps, je pourrais pas rencontrer tout le monde. Donc, comment toucher le plus grand nombre, et notamment les diététiciens, qui pour moi sont les relais sur le terrain des travaux des chercheurs en fait en alimentation, au même titre que les infirmières relaient les médecins auprès des patients. Il y a un parallèle pour moi entre les deux qui est évident. Et donc, je me suis dit la seule solution, c'est d'écrire un ouvrage pour vulgariser mes premiers travaux avant 2017 et les porter au plus grand nombre, parce que tous ces outils qu'on a élaborés sont simples d'appropriation et nous pensons, comme la règle des 3 V, faciles à appliquer. Donc, ça a été la raison de mon premier ouvrage. Et puis, je voulais porter connaissance des aliments ultra transformés au plus grand nombre, puisque c'était un sujet émergent. Donc, c'est moi qui ai introduit le concept de manière systématique en France. Mon éditeur en avait un peu parlé aussi avant, en 2016. Il avait écrit des premiers articles. Et puis après, d'autres chercheurs en France ont pris le relais. Mais dans le monde, il y avait des chercheurs bien avant moi qui avaient travaillé là-dessus, c'est évident. Et puis après, 4 ans plus tard, comme j'avais évolué dans ma réflexion et que j'avais pas, je voulais vraiment expliquer pourquoi on était arrivé à un tel niveau de confusion en recommandations alimentaires, euh, pourquoi ça ne marchait pas et pourquoi et comment en revenant à l'essence même de l'alimentation, c'est-à-dire son approche holistique, on pouvait arriver à des solutions simples, faciles d'application, efficaces. Donc, pourquoi tout compliqué? C'est le décryptage de l'approche réductionniste qui existe depuis plus de 200 ans. Et bien manger est si simple, c'est comment, en revenant à l'essence même de l'alimentation, en fait, les choses deviennent simples. On va revenir là-dessus. Si tu veux bien, on va passer directement au plat pour directement rentrer dans le sujet. Alors, première question, si tu le veux bien, je veux bien qu'on revienne ensemble sur ce que c'est un produit ultra transformé. Tu nous parles de matrice, de approche réductionniste. Voilà, j'aimerais que tu vulgarises un peu tous ces... C'est fondamental pour le grand public parce que, bon, dans les définitions, je vois beaucoup de choses qui circulent dans les médias. Alors, il y a des fois de confusion entre transformé, industriel, ultra transformé. Alors, c'est 3 choses différentes. On mange transformé depuis la domestication du feu. Donc, tout aliment est plus ou moins transformé. Dans les produits industriels, il y en a qui sont pas ultra transformés. Donc, déjà, il faut dire aux gens que les produits ultra transformés, c'est une fraction des produits industriels. Donc, on peut manger industriel de qualité et que derrière ces travaux de recherche, voire certains militants, hein, puisqu'il peut aussi y avoir des militants. En tout cas, pour les chercheurs, c'est pas un discours anti-industriel, c'est un discours de recherche qui essaye de comprendre pourquoi l'ultra-transformation est une dérive négative de la transformation industrielle, puisqu'on peut faire des produits industriels de qualité. Et donc, l'idée, c'est de dire, attention, on va trop loin. Et donc, pourquoi on va trop loin? Donc, la définition est la suivante, c'est que, alors, je vais donner 2 définitions. Une définition plutôt grand public que j'utilise souvent. Ce sont des produits dont les matrices alimentaires sont très dégradées ou artificialisées par l'ajout de ce qu'on appelle des marqueurs d'ultra-transformation qu'on a appelé, c'est nous qui les avons définis en premier avec SIGA, les MUT, MUT. Les Brésiliens parlaient plutôt d'agents cosmétiques, ce qui est quasiment la même chose. Donc, en fait, un aliment ultra-transformé se définit par la présence d'au moins un MUT. Donc, ces MUT sont obtenus par ce qu'on appelle les techniques d'ultra-transformation et ont une vocation cosmétique, c'est-à-dire non pas de conservation, donc un additif de conservation n'entre pas dans la définition, contrairement à ce que je peux voir. Donc, cosmétique, c'est quoi? C'est par définition, le cosmétique n'est pas indispensable. C'est pour modifier goût, couleur, arôme et texture. C'est ça la finalité. Pourquoi? Parce que goût, couleur, arôme et texture, c'est les propriétés sensorielles de l'aliment et c'est ce qui nous fait aimer le produit et l'acheter. Donc, le but est économique et financier, puisqu'en jouant sur le cosmétique, on fait de l'argent. Les conservateurs, c'est autre chose. Et je tiens à dire aussi que la présence d'un additif ne définit pas un aliment ultra transformé.
Les additifs de conservation n'entrent pas dans la définition, et dans les additifs cosmétiques, c'est moins de 40% de tous les mutes. Donc, il faut sortir de l'idée des additifs. Ça encore, c'est une confusion qu'on voit, et même parmi les académiques, il y en a qui maîtrisent pas le sujet et qui disent n'importe quoi. Donc, en fait, la grande question pour le consommateur, d'où viennent ces mutes? Alors, c'est toutes les techniques d'ultra-transformation. Donc, il y a le cracking alimentaire, qui consiste à déconstruire quelques aliments sur la planète, faible biodiversité, on y reviendra sur l'environnement, pour obtenir des mutes. Donc en fait, on va isoler les briques élémentaires de l'aliment un peu comme le pétrole, on fait avec le pétrole, Mhm. et on va obtenir des fibres, des sucres, du gras, etc. Il y a ensuite les Nous donner un exemple, par exemple, je sais pas, on prend une pomme ou un son de blé, on va extraire en fait. Oui, bah le cracking du blé. Alors d'abord, vous avez le raffinage qui est connu de tout le monde, qui donne la farine, le germe, qui est aussi vendu. Hein. On peut acheter du germe de blé pour saupoudrer dans les plats, et le son de blé, qui a pendant longtemps été donné aux animaux, alors que c'est la fraction la plus riche, une des plus riches et les plus intéressantes en fibres, minéraux et vitamines. Et c'est après qu'intervient le cracking. Alors, on peut craquer le son pour faire des isolats de fibres, mais on peut aussi craquer la farine blanche pour faire de l'amidon, du gluten. L'amidon peut être ensuite, on peut rajouter des enzymes. Donc, ça fait partie aussi des techniques d'ultra-transformation, qui est l'ajout d'enzymes, la synthèse enzymatique et chimique, pour obtenir des extraits de malt d'orge, des maltodextrine, des sirops de glucose. On peut ajouter une deuxième enzyme pour que le sirop de glucose devienne un sirop de glucose fructose. L'amidon peut être modifié, amidon modifié. Donc, ouais, vous voyez, tous ces termes, on les trouve sur les emballages des aliments. Ils peuvent être identifiés. On peut obtenir du dextrose. On peut hydrogéner les sucres pour obtenir des sucres alcools. Donc, voilà, ou du sucre inverti. Et on peut même obtenir des mutes ou des composés qui n'existent plus dans la nature. Et on va les appeler des xénobiotiques, c'est-à-dire des composés étrangers au corps humain. Donc, ça, on le fait avec le lait, on le fait avec le pois, le soja, la pomme de terre, le maïs, le riz, pour obtenir plein de mutes. Et donc, ces mutes, bah, vous avez 4 catégories. Vous avez les additifs cosmétiques. Donc, pour les yeux, c'est les colorants. La bouche, c'est les modificateurs de goût et les texturants, émulsifiants, liants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les agents de texture, les colorants, bon, bah, ça dit ce que ça veut dire. Et puis, dans les modificateurs de goût, vous pouvez avoir des correcteurs d'acidité, des exhausteurs de goût, des édulcorants. Ça, c'est moins de 40% des mutes. Ensuite, les arômes, très utilisés. C'est parmi les plus utilisés des mutes avec le sirop de glucose. C'est arômes naturels de synthèse ou extrait d'arômes. Troisième catégorie qu'on trouve sur l'emballage, pour ceux qui nous écoutent, bah, c'est tout le reste. Hein. C'est un peu fourre-tout. C'est tout ce que j'appelle les glucides, gras, protéines et fibres ultra transformées qui ne sont pas codés comme additifs avec un E. On va trouver des graisses hydrogénées trans, certains isolats de protéines et de fibres, et puis beaucoup de sucres comme les sucres invertis ou les sirops de glucose. Et puis enfin, le quatrième, qui est aussi une technique d'ultra-transformation. Là, c'est vraiment des traitements technologiques qui sont plutôt récents, fin des années 70, début des années 80, euh, qui sont notamment la cuisson, extrusion et le soufflage appliqués aux féculents, et qui vont donner tous ces snacks sucrés, salés, gras avec des textures très friables et poreuses, qui demandent peu de mastication, des index glycémiques élevés, ou les céréales du petit déjeuner pour enfants. Alors, ce quatrième mute n'est pas sur l'emballage parce que c'est un secret de fabrication, donc ça peut se comprendre. Donc voilà, donc ce sont les 4 mutes. Et s'il y a la présence d'au moins un mute, on bascule dans un aliment ultra transformé, puisque le but de ces mutes, c'est quand même de modifier de manière cosmétique les propriétés sensorielles de l'aliment. Moi, j'ai pas peur de parler de chirurgie esthétique de l'aliment pour lui redonner une seconde vie en quelque sorte. Alors évidemment, il faut mieux un ultra transformé qui n'a qu'un mute qu'un ultra transformé qui en a 10 ou 15 comme dans certains steaks végétaux. Donc on peut aussi faire des nuances au sein des aliments ultra transformés, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est plus il y aura de mutes, incluant la cuisson, l'extrusion et le soufflage, moins ça va être bon pour la santé et la planète. Donc il y a une corrélation entre le nombre de mutes et la santé globale. Voilà. Et donc c'est pour ça que je parle de matrices dégradées et artificialisées. Parce qu'en fait, c'est bien parce qu'elles sont dégradées et artificialisées que ça nous pousse à en consommer plus que de raison. Est-ce que on peut peut-être rappeler ce que c'est la matrice? En gros, la matrice, c'est se rapprocher le plus possible du produit brut, si je peux le dire. C'est un peu ça, non? Bah, la matrice, oui, alors ça vient du latin mater, qui veut dire la mère, une structure qui protège, qui enrobe. Donc ça, c'est l'origine sémantique. Heu, pour l'aliment, la matrice alimentaire, c'est tout simplement c'est le résultat de l'interaction des nutriments qui donne l'aliment que l'on voit. Par exemple, bon, je prends toujours les mêmes exemples parce que c'est ceux qui sont très parlants. Une pomme a une matrice qui est ronde et solide.
avec une couleur qui lui est propre. Donc voilà. Ensuite, si vous faites une compote de pommes, la matrice devient visqueuse ou semi-solide, comme on dit en rhéologie. Voilà, la science de la texture des aliments. Et puis, si vous faites un jus de pomme, vous avez une matrice liquide. Et une amande entière ou finement broyée, c'est pas la même matrice. Et donc, on peut définir très simplement l'effet matrice en disant que deux aliments qui ont strictement la même composition en tout, mais qui n'ont pas la même structure tridimensionnelle ou matrice, n'ont pas forcément le même effet physiologique, métabolique, voire santé à long terme. Et ça, c'est très bien démontré avec les féculents. À composition identique, plus la matrice est dégradée et explosée, plus l'index glycémique augmente et moins c'est rassasiant. Ça, l'effet matrice, et c'est fondamental. C'est tellement fondamental qu'on a publié en 2022 un article, preuve de concept, où on démontre que les maladies chroniques, enfin on démontre, de notre point de vue, évidemment, il y en a qui sont pas d'accord, hein, des académiques, mais en tout cas, nous, de notre point de vue, on démontre que les maladies chroniques, c'est pas l'explosion des maladies chroniques, c'est pas un problème de nutriments, d'abord, en premier, mais de matrices trop dégradées et artificialisées. Donc, on relie les maladies chroniques à la dégradation d'effets matrices, qui est un changement de paradigme important puisqu'on passe des nutriments à la matrice. Et pourquoi c'est important? Parce que ce soit toi, Antoine ou moi, dans notre frigo, et ce qu'on met dans la bouche, c'est pas des nutriments, c'est vraiment des matrices alimentaires. Et donc des aliments plus ou moins transformés. Donc il faut s'intéresser à ce qu'on met dans la bouche, pas aux nutriments qui sont ensuite absorbés dans l'organisme. Voilà. Donc et puis je terminerai là-dessus ça aussi, ça paraît une évidence, mais on peut démontrer l'effet matrice. Il y a beaucoup de travaux depuis notamment les années 90, mais il suffit d'observer pourquoi on a des dents et un système digestif, tout simplement. Le seul but des dents, le premier but des dents et des enzymes digestifs, c'est de dégrader les matrices et de casser les liens, les fameux liens entre les nutriments pour que l'organisme puisse les utiliser. Donc cette seule observation montre que l'effet matrice est fondamental parce que s'il n'avait pas d'importance, l'être humain n'aurait pas de dents et de système digestif, tout simplement. Et donc, souvent dans l'ultra-transformation, on se substitue partiellement au travail du système digestif avec des aliments qui demandent moins de mastication, qui sont souvent plus liquides et friables et poreux, et où on casse les liens en amont en faisant des hydrolyses enzymatiques sur les glucides, par exemple, ou sur les protéines hydrolysées. Donc après, il n'est pas étonnant qu'en créant des aliments qui dérégulent autant le devenir métabolique des nutriments, eh bien, on génère de la maladie chronique, comme on le verra par la suite. Du coup, peut-être pour rappeler, en gros, les produits ultra transformés, pour rappeler un peu, c'est, tout ce qui va être snack sucré, bonbons, biscuits, snacks salés, ça peut être les chips, les plats qui sont préparés, qui sont directement préparés. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être, charcuterie? Oui, c'est une question très importante, parce que c'est beaucoup plus que la malbouffe. Pour la petite histoire, le concept de malbouffe a été introduit en France par Joël de René en 1979 à partir du terme américain junk food. Mais c'est un terme qui restait un peu vague, un peu flou, pas vraiment défini scientifiquement. Alors, scientifiquement, on parlait souvent de calories vides, c'est-à-dire, des produits qui apportent que de l'énergie sans composés protecteurs comme les fibres, les minéraux et les vitamines. D'où calories vides, vides de composés protecteurs. On en était là avant l'arrivée d'ultra transformé. Mais le concept d'ultra transformé est beaucoup plus puissant et robuste. D'abord, aujourd'hui, on a des centaines d'études parce qu'il va inclure non seulement cette malbouffe, mais tout un tas de produits qui étaient vendus ou marketés de manière saine, alors que ça n'est pas le cas. Donc, ça va permettre de démasquer les tromperies. La malbouffe, bon, tout le monde savait en gros qu'il fallait éviter les snacks sucrés salés gras, les confiseries, qu'il fallait pas trop en manger. Bon, c'était un peu, ou certains fast-food. Tout le monde était plus ou moins d'accord là-dessus. Il y avait une forme de consensus implicite. Mais avec l'ultra-transformation, c'est une autre paire de manches, notamment pour les industriels, parce qu'ils démasquent les tromperies. Vous pouvez avoir des steaks végétaux vendus, Nutri-Score vendus comme ça, alors qu'ils sont ultra transformés. Vous avez des pâtes fromagères pour enfants où c'est marqué source de calcium, mais qui sont ultra transformées. Des céréales du petit déjeuner où c'est marqué blé complet, alors que c'est des bandes de sucre. Et tout ça n'était pas dans la malbouffe. Des charcuteries, des plats préparés. Et où on trouve le plus d'ultra transformés, c'est effectivement dans les plats préparés, les produits sucrés, mais dans toutes les catégories, on peut en trouver de manière décroissante selon les groupes d'aliments qu'on trouve en grande et moyenne surface. Mais les plats préparés et les produits sucrés sont les plus touchés, évidemment.
On va trouver les sodas, mais ça, c'était considéré auparavant comme de la malbouffe. Mais on va trouver du bio ultra transformé, du sans gluten ultra transformé, des produits de substituts de produits animaux très ultra transformés. Donc, vous voyez, les formules infantiles sont ultra transformées. Donc, avant l'arrivée du concept, les gens pensaient que tous ces aliments étaient bons pour la santé, ce qui n'est pas le cas. Et donc, c'est pour ça que ce concept est tellement important pour la société, c'est qu'il permet d'éviter les tromperies, puisque le, tout l'argent, beaucoup de l'argent est mis dans le marketing pour ces produits, avec des beaux emballages, des mentions nutritionnelles un petit peu indirectes, mais qui peuvent tromper, par exemple. Donc voilà ce que c'est que les aliments ultra transformés. On a commencé à en parler, de l'impact sur la santé. C'est vrai qu'on entend, des chiffres sur l'obésité, j'ai un chiffre en tête, c'est 47 de la population française qui est soit en surpoids, soit en situation d'obésité, c'est Oui, ça, je crois? surpoids, obésité et 17% obèses, oui. Donc dans les 47, il y a 17% d'obèses. Et aussi une, recrudescence de cancers. Est-ce qu'il y a un lien, sur la surconsommation de ces produits-là et sur les liens, sur notre santé? Oui, tu fais bien de parler de lien puisqu'on n'est pas dans cause-effet, puisque la causalité, il faut faire des études d'intervention qui sont beaucoup plus chères et coûteuses. Sauf que quand on a beaucoup d'études qui convergent dans le même sens, toutes, quasiment toutes, on s'approche de la causalité en fait. Hein, pour dire les choses, c'est comme, si vous voulez, c'est comme une enquête de police. Quand on n'a pas la preuve ultime qui est la cause, on sait que c'est lui qui a tué un tel. On n'a pas la cause, on n'a pas la preuve ultime. Bon, on accumule des indices. Et quand on a un faisceau d'indices qui convergent, on se rapproche de la cause. C'est ça un peu le principe. Donc aujourd'hui, c'est important de dire aux gens qu'on a plus à minima 240 études épidémiologiques, c'est-à-dire qui associent la consommation d'aliments ultra transformés au risque de maladies chroniques et de mortalité dans des populations. Et parmi ces 240, à minima, on en a à peu près une centaine qui sont ce qu'on appelle longitudinales, où on suit les gens dans le temps, ce qui est plus robuste. C'est-à-dire que les 140 autres sont ce qu'on appelle transversales, où on fait une photographie à un instant donné, ce qui est beaucoup moins robuste. Donc, on va plutôt s'intéresser aux 100 longitudinales, ce qui est beaucoup en si peu de temps. Et donc, si on regarde ces études, alors elles sont de qualité évidemment hétérogène, hein, en fonction de la taille de la population, de la durée de suivi, des biais, etc. Mais en tout cas, une grande proportion de ces études, pas 100%, quand on compare les gros consommateurs dans l'étude, et selon les études, gros consommateurs, ça peut être 30% de calories ou 50% de calories par jour, ça dépend des études. Et les petits consommateurs ou ceux qui n'en consomment pas, on observe en gros, alors je vais classer en fonction de la force de la preuve scientifique, où on a le plus de preuves, c'est-à-dire le plus d'études et des populations plus homogènes, c'est la santé mentale, le diabète de type 2, la mortalité précoce, toutes causes confondues, et les maladies cardiovasculaires. Ensuite, en dessous, on va trouver l'obésité, le surpoids, certains cancers, les cancers totaux, c'est-à-dire quel que soit le site du cancer, le syndrome métabolique, l'obésité, le surpoids, je l'ai dit, ou le foie gras humain qu'on appelle la maladie du soda ou de la malbouffe, etc., etc. Donc, quand l'évidence scientifique est un peu moins forte, c'est parce que on a moins d'études ou que les populations sont plus hétérogènes. Voilà. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Alors évidemment, dans la recherche, il y a toujours besoin de travaux supplémentaires, mais je conclurai en disant qu'il faut retenir deux choses. C'est qu'il semblerait que toutes les fonctions du corps soient touchées, puisqu'il y a une étude récente qui est même parue sur la fertilité masculine, avec une diminution de la fertilité masculine, sur des maladies chroniques des yeux aussi qui est sortie. Donc toutes les fonctions du corps semblent être touchées, même l'ADN. Et quelle que soit la population du globe, partout où ces aliments commencent à pénétrer une société ou une population, on voit apparaître en parallèle les mêmes risques de maladie. Donc, chez les Inuits du Grand Nord canadien, où il y a eu une étude qui a été faite, chez les gros consommateurs d'ultra transformés dans ces populations qu'on appelle ethniques, eh bien, elles ont exactement le même risque de syndrome métabolique que chez nous. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'effet de ces aliments s'affranchit de l'environnement des populations. Et très vite, en fait. Donc, c'est les deux choses à retenir, en fait, sur l'ensemble de ces études, si on devait faire une grosse synthèse assez holistique. Donc ça veut dire que potentiellement, on voit que la santé mentale des jeunes a pris un gros coup durant le Covid et cetera, mais ça pourrait être aussi lié à une surconsommation de produits ultra transformés, par exemple? Alors, j'ai pas vu d'études là-dessus. Ça peut être une hypothèse, hein, c'est vrai, puisque alors il y a eu deux tendances hein, pendant le confinement. Il y a eu une tendance et la Covid. Il y a eu la tendance, puisque les gens avaient le temps de recuisiner des produits bruts. Et puis, il y a eu l'autre tendance qui a été de consommer aussi plus d'ultra transformés, puisque
beaucoup étaient considérés comme ce qu'on appelle des aliments doudous et rassurants. Donc, en période de stress et d'angoisse, ces aliments peuvent jouer ce rôle. Donc, après, bon, j'ai pas vu d'études, donc je peux pas me prononcer. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'études. Il y a des études assez solides qui montrent que, et même chez les jeunes, plus on consomme ces aliments, plus le risque de dépression ou de symptômes dépressifs est élevé. Donc, il y a un vrai lien. Alors, c'est pas une causalité, c'est une association. Il y a peut-être d'autres facteurs en jeu, évidemment, comme l'estime de soi ou des facteurs psychologiques. Mais en tout cas, il y a un lien très fort et une évidence scientifique assez élevée. Donc, oui, ça, ce lien est bien démontré. Maintenant, j'aimerais aussi parler de l'impact de ces produits sur l'environnement également, parce que c'est aussi un tout, hein, c'est l'approche holistique comme tu veux l'appeler. Bien sûr. Alors quels sont ces impacts sur l'environnement? C'est des produits, qui sont issus de l'agriculture, on va dire conventionnelle, avec beaucoup de pesticides, c'est de suremballage plastique, c'est Oui, alors, l'impact de ces aliments sur l'environnement a d'abord été évoqué. C'est toujours important de rappeler l'historique, hein, pour voir comment les choses s'enchaînent, parce que dans la recherche, on s'inspire toujours des travaux antérieurs et puis on apporte sa brique au mur et puis d'autres chercheurs apportent une autre brique. Donc les premiers à en parler, c'est évidemment les Brésiliens, dans le guide alimentaire brésilien de 2014, qui était un guide révolutionnaire en ce sens qu'il était holistique et il ne parlait quasiment pas de nutriments, mais de degrés de transformation, d'impact sur la planète, le fait de réapprendre à cuisiner ou à manger en groupe ou en pleine conscience. Et donc, ils sont les premiers dans ce guide à expliquer l'impact de ces aliments sur la planète, comme la pollution plastique par suremballage, notamment les sodas. On sait que c'est catastrophique. Dans certains, ils peuvent s'accumuler dans les océans avec le plastique. Le fait que certains ingrédients, comme des mutes qui rentrent dans ces produits, sont issus de grandes monocultures intensives, très grandes monocultures, avec utilisation de pesticides, de phytosanitaires. Ils sont associés à la déforestation, qui est souvent faite pour nourrir tous les animaux en intensif dans les grands feedlots qu'on va trouver en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Donc, c'est associé à la déforestation puisque ces animaux en feedlot, ça va être de la calorie animale qu'on va souvent retrouver justement dans des produits animaux ultra transformés, des plats préparés, des fast-foods, etc. Euh, En termes de gaz à effet de serre, bah, si vous prenez un aliment que vous le craquez, que les ingrédientistes, hein, c'est aussi un métier qui existe avant l'entreprise agroalimentaire qui justement produisent des ingrédients pour les entreprises agroalimentaires. Donc, on craque l'aliment, les ingrédientistes produisent ces mutes et ensuite les vendent aux grandes multinationales agroalimentaires qui ensuite fabriquent et recombinent ça pour faire des ultra transformés et qui sont ensuite vendus à travers toute la planète. Donc, les aliments peuvent parcourir des centaines de kilomètres. Donc, on voit bien que on a en termes d'énergie consommée, d'énergie fossile, c'est énorme. Plus que si vous prenez un aliment à côté et que vous allez le cuisiner vous-même. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études pour le comprendre. Et, les Brésiliens terminent en disant, alors il y a d'autres, il faudrait lire le rapport, mais il est gratuit en ligne sur Internet. Il y a aussi une faible biodiversité qui est associée à ces aliments, puisque on n'a que quelques variétés végétales et animales qui sont utilisées pour faire ces mutes. Et je les ai évoquées tout à l'heure. C'est blé, maïs, soja, pommes de terre, riz. Alors, pour les sucres, c'est surtout les féculents, donc pommes de terre, riz, blé, maïs. Pour les isolats de protéines et de fibres, ça peut être les céréales et le pois et le soja, toutes les protéines de pois et de soja. Ensuite, le lait. Le lait est un des aliments les plus craqués. Les œufs. Et puis, les minerais de viande, pour par exemple le collagène qu'on va retrouver dans les bonbons. Donc, on a une faible biodiversité qui donne plein de briques élémentaires, mais comme la formulation de ces briques élémentaires entre elles est infinie, ça donne une infinité de produits ultra transformés qui donnent une fausse impression de diversité. Mais en fait, c'est une diversité de formulation et pas une vraie diversité naturelle. Nous, ensuite, en 2020, on a publié un travail pour appuyer ces premières analyses des Brésiliens en 2020, où on a reconstitué le lien entre une consommation mondiale massive et globalisée des aliments ultra transformés et ce qu'on appelle les sécurités alimentaires et nutritionnelles. Et on s'est rendu compte, donc c'est une analyse exhaustive de la littérature qu'on a faite, et donc ça n'a fait que valider ce que disaient les Brésiliens, évidemment. On a aussi observé que ça pouvait détruire les petits producteurs, les petits paysans dans certains pays, parce que leur aliment est plus cher localement que l'aliment ultra transformé qui a fait 200 kilomètres. Par exemple, dans un pays d'Afrique noire, j'avais eu un reportage où les poudres de lait ultra transformées qui viennent de l'Europe
Parce qu'en fait, on a des excédents de lait. Donc, on récupère évidemment la graisse pour faire du beurre parce que c'est rentable. Il reste plus que qu'une poudre de lait sans beurre, sans gras, qui est déshydratée, dans laquelle on va réinjecter ensuite de l'huile végétale, comme des huiles de palme, etc. Et qui vont être vendues sous forme de poudre déshydratée, qui se conservent très longtemps. Et dans les pays africains, c'est très peu cher. C'est évidemment de mauvaise qualité, mais comme c'est peu cher, que ça se conserve longtemps, les familles africaines, notamment les mères africaines, préfèrent acheter ça que le lait local, qui est beaucoup plus cher. Et donc, ça détruit les petits paysans. Il y a pas que cet exemple, il y en a plein d'autres, hein, qui vont alimenter les bidonvilles, être au chômage ou aller dans les grandes conurbations ou agglomérations. Et donc, nous, dans notre travail, on a observé que l'ultra-transformation remplit très bien ce qu'on appelle les sécurités sanitaires et alimentaires, c'est-à-dire des calories bon marché, accessibles partout au plus grand nombre et très sûres, c'est-à-dire qui se conservent très longtemps, mais au détriment de 3 sécurités: l'environnement, on vient d'en parler, la santé, on vient d'en parler, et la socio-économie, c'est-à-dire menace des traditions culinaires, puisque c'est des produits très standardisés qui vont essayer de remplacer les plats locaux, comme la street food en Inde, qui commence à être colonisée, entre guillemets, par les ultra transformés, alors que la street food en Inde a été d'abord à partir de produits traditionnels et locaux, l'alimentation dans la rue, les vendeurs ambulants. Inégalité sociale de santé, les plus pauvres dans nos pays en consomment le plus et sont les plus atteints d'obésité et de diabète. Donc on voit bien qu'il faut rééquilibrer, c'est-à-dire c'est bien la sécurité alimentaire et sanitaire, mais aussi socio-économique, santé et environnementale. Et donc, les 3 derniers, c'est ce qu'on appelle les coûts cachés. En anglais, hidden cost, c'est-à-dire que on a atteint cette sécurité d'accessibilité sanitaire avec des coûts cachés immenses. Et malheureusement, ces coûts cachés sanitaires d'environnement sont payés par le plus grand nombre, par mes impôts, tes impôts, alors qu'un petit nombre ne fait que du profit, sans payer les coûts cachés. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sera peut-être l'objet des questions suivantes sur les mesures à prendre. C'est que les coûts cachés sont immenses. Et puis maintenant, il y a de plus en plus de travaux. Je sais que la Belgique, le Brésil, la France commencent à publier des articles sur l'impact de l'ultra-transformation sur l'utilisation de l'eau, des terres, la déforestation, la production de gaz à effet de serre. Et on s'aperçoit que, en plus de la viande rouge, qui était reconnue pour ça, pas bonne pour la planète si on en mange trop, eh bien, on voit apparaître une deuxième dimension qui n'est pas meilleure, qui est l'ultra-transformation. Et pour conclure, je dirais que comme ça nous pousse à consommer plus que de raison, on mange des calories en trop dont on n'a pas besoin. Et donc, il suffit juste de supprimer ces calories en trop sans les remplacer par d'autres aliments. Et on a un nouveau levier pour la planète. C'est-à-dire que on peut réduire les gaz à effet de serre et l'empreinte environnementale seulement en ne consommant pas ces calories en trop, qui ne servent à rien, puisque voilà. Et ainsi, des chercheurs ont calculé que, par exemple, l'obésité sur la planète, c'était 1,6% des gaz à effet de serre. Donc, ce qui est pas anodin. Le système économique, on voit que tu l'as dit, qu'on va droit dans le mur. Comment est-ce qu'on fait pour réguler un peu ce système qui, en amont, détruit la paysannerie, on va dire, respectueuse de l'environnement, et de l'autre côté, où les consommateurs se nourrissent de produits qui sont de mauvaise qualité et qui ont un impact sur leur santé? Comment on fait pour réguler un peu ce secteur au milieu de l'agroalimentaire? Bah, c'est la grande question. C'est une question difficile. On peut agir à 3 niveaux. Moi, ce que j'appelle le haut, le milieu et le bas. Le haut, c'est ce que j'appelle les gens, souvent quand on fait des longues études, qui ont un pouvoir de décision. Pour moi, il y a 3 catégories. Les cadres des industries agroalimentaires, le monde académique, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, et les décideurs politiques. Dans l'alimentation, c'est trois professions clés par rapport à l'alimentation. Donc, pour l'industrie agroalimentaire, enfin pour les décideurs politiques, il faut revenir à du bon sens. C'est-à-dire que c'est pas normal que le plus grand nombre paye les coûts cachés, alors que ceux qui génèrent ces coûts cachés ne les payent pas et ne font que du profit. Donc, tout simplement, une taxe sur les aliments ultra transformés, beaucoup plus forte. Et moi, ce que j'ai proposé et que je continue à proposer, c'est comme ce sont les MUT, les marqueurs d'ultra transformation qui sont problématiques pour la santé et la planète. Plus il y a de MUT dans un aliment, plus la taxe est élevée. Donc, il faudrait une taxe croissante en fonction du nombre de MUT. Si dans un produit où il y a juste un arôme, la taxe est plus petite qu'un steak végétal qui en a 15. Ça, c'est à mon avis indispensable pour les décideurs politiques. Autre décision courageuse qu'il faudrait prendre,
c'est interdire définitivement les publicités alimentaires pour les enfants, pour les aliments ultra transformés. C'est pas, il y a pas, là, il y a pas à tergiverser, il faut les interdire. Et c'est 9 publicités sur 10, malheureusement. C'est pour des aliments ultra transformés et on n'a pas de publicité pour les lentilles, la pomme, la poire. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle le haut. Après que les académiques, c'est alors, entre guillemets, hein, en toute modestie, mais c'est la révolution que j'ai voulu initier. On est quelques autres à le faire, qui est une révolution holistique dans le milieu académique, qui est de revenir à des approches plus holistiques en alimentation, dans les recherches académiques. Voilà. Donc c'est aussi que certains académiques sortent de l'approche purement réductionniste et basée sur les nutriments. Et puis au niveau des industriels, bah, c'est dialoguer avec eux. Alors c'est pas, moi j'essaye de le faire. Faut pas être manichéen, mais c'est d'essayer de convaincre les industriels en leur disant vous avez été trop loin avec l'ultra transformation. L'enjeu pour vous maintenant, c'est d'avoir des aliments qui soient bons, évidemment, sains et durables. Bons, sains et durables. C'est les 3 piliers pour remplir les 5 sécurités alimentaires et nutritionnelles que j'ai évoquées tout à l'heure en même temps. Donc l'enjeu pour les industriels aujourd'hui, il est là. Moi, je trouve que c'est un beau challenge. Ça permet de se renouveler et je crois qu'il faut pas le prendre comme l'ultra transformation. Faut pas que les industriels le prennent comme une attaque ou quelque chose, un discours anti-industriel. En tout cas, moi, c'est pas du tout mon cas. Je pense qu'on a besoin de l'industrie, mais d'une industrie qui fait des produits de meilleure qualité. Parce que quand même en France, l'offre industrielle, c'est en gros 70% d'ultra transformés et 30% qui ne sont pas ultra transformés. Alors ensuite, le milieu, c'est ce qu'on a évoqué au tout début, c'est de travailler avec le grand public, la société. Alors moi, c'est ce que j'essaye de faire à mon niveau. D'autres essayent de le faire dans d'autres pays. Donc, c'est de donner des conférences, écrire des bouquins, sensibiliser. Et puis, le plus important des 3, c'est l'éducation par le bas. Alors, entre guillemets, c'est pas péjoratif dans ma bouche. Ça veut dire par le bas, les plus jeunes. Et donc là, l'éducation est fondamentale parce qu'en fait, il faut lutter contre l'ignorance. C'est dans tous les pays qui veulent rester dictatoriaux, bah, on empêche l'éducation parce que l'éducation permet de donner des gens éveillés et non ignorants. Et pour une dictature, il n'y a rien de pire que des gens ignorants. Mais cette ignorance est très rentable. C'est-à-dire tant qu'il y a une confusion qui est qui est apportée par l'approche réductionniste par nutriments. C'est pour ça que les industriels adorent raisonner en nutriments et non pas de manière holistique parce que ça les arrange pas. Tant qu'il y a de l'ignorance et de la confusion, c'est très rentable parce que les gens s'accrochent à des solutions miracles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les solutions miracles sont souvent apportées par les aliments ultra transformés en disant on va sauver votre vie entre guillemets en enrichissant en minéraux, fibres et vitamines alors que le produit est ultra transformé, ou on va l'alléger. Par exemple, les vendeurs de soda, c'est les mêmes qui vous vendent les sodas riches en sucre, qui sont associés à l'obésité et au diabète, et c'est le même qui vous vend ah zut, c'est associé au diabète et à l'obésité, donc on va vous vendre des sodas 0% de sucre. Mais c'est le même qui vous vend les deux. Donc en fait, il raisonne en nutriments, le sucre, et donc Il y a d'autres exemples aussi que tu avais dit, c'est, par exemple, quand on voit une allégation sur un produit, riche en oméga 3, enrichi en protéines ou je sais pas, souvent c'est un marqueur d'ultra transformation aussi, du marketing un peu agressif comme ça? c'est le signe de l'ultra transformation. Parce que un produit qui n'a pas été dégradé en amont n'a pas besoin d'être enrichi, ni d'être allégé. Les produits bruts peu transformés ou normalement transformés se suffisent à eux-mêmes. Donc, si vous voulez, si vous êtes obligé de l'enrichir ou de l'alléger, c'est bien qu'il y a un problème au départ. Donc, en fait, c'est pas bon signe. Donc, il faut pas aller vers les produits enrichis allégés, il faut plutôt aller vers des produits non ultra transformés, peu transformés. Alors, brut, on mange rarement brut, à moins d'être un crudivoriste. On mange tous plus ou moins transformés, mais voilà. Donc oui, il faut se méfier des allégations. Alors, on peut pas parler d'allégations au sens strict parce que c'est devenu compliqué d'avoir une véritable allégation nutritionnelle d'un point de vue réglementaire. Il faut se méfier de ces mentions qui sont nutri-centrées et réductionnistes et qui vous disent ah bah si c'est enrichi en fibres et vitamines, c'est bon. Non, il faut regarder l'ensemble de l'aliment. C'est l'ensemble qui compte. Si par exemple, j'ai vu des céréales petit déjeuner pour enfants enrichis en fibres, minéraux, vitamines, alors ça reste des bombes de sucre. Donc c'est un peu comme si je te donnais, Antoine, tous les matins des confiseries et je saupoudrais de fibres, de minéraux, de vitamines en me disant, bah, tu vois, c'est parfait. Bah, tu auras beau remplir tous tes besoins nutritionnels, ne pas avoir de carence, manger 25 grammes de fibres par jour, mais ça t'empêchera pas de tomber malade chronique, d'avoir un diabète, un foie gras, une obésité.
Donc, il faut bien sortir de l'approche tout nutriment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais il faut arrêter de raisonner qu'en nutriments. Il faut toujours voir l'aliment dans sa complexité, dans sa globalité, et donc ce que j'appelle l'approche holistique de l'aliment. Donc, l'effet matrice et le degré de transformation. Et donc, pour conclure sur cette question, il faut regarder la liste des ingrédients sur l'emballage et non pas la composition en premier. Et cette approche par nutriments, alors c'est un peu une question qui va être qui va peut-être un peu déranger, mais en gros, je connais un peu ton avis sur le Nutri-Score. C'est un peu cette vision-là qui a mené au Nutri-Score, c'est-à-dire à vouloir noter des nutriments plutôt que des aliments. Enfin, C'est ça en fait. Alors, moi, je travaille sur les scores depuis 2011. J'en ai fait 2. Un premier qui était assez réductionniste sur les lipotropes, qui sont des composés qui préviennent le foie gras humain. C'était assez anecdotique, mais pour moi, c'était une première approche. Puis, au fur et à mesure de mes travaux et de l'approche holistique à laquelle je me suis éveillé, alors c'est peut-être un peu fort comme mot, mais dont j'ai pris conscience au fur et à mesure, on a développé le score SIGA. Donc, c'est ces 14 ans d'expérience sur le scoring alimentaire qui fait que je suis absolument pas du tout favorable à l'utilisation des scores de composition dans le monde pour choisir ses aliments. Si ça marchait d'abord, je pense que ça se saurait. Et pour moi, il y a des problèmes de fond. Alors, je vais pas revenir sur toutes les raisons scientifiques, mais il y en a une dizaine pour lesquelles je suis contre. C'est pas seulement le Nutri-Score, c'est le fait de choisir cet outil pour le consommateur dans le monde entier. Pour l'instant, c'est le choix qui a été privilégié et qui ne dérange pas tant que ça les industriels malgré ce qu'ils disent, puisque c'est une approche réductionniste par nutriments. Parce que si vous voulez, ou si tu veux, l'approche scientifique derrière ces scores de composition, il n'y a pas que le Nutri-Score, hein, il y a plein de scores dans le monde. Il y a le Nordic Care-All, le Labeling System en Australie, L-Star Rating Labeling System, le Traffic Light en Angleterre, les Warning, les Nutritional Warning en Amérique du Sud, le Nutrition Facts aux USA. L'approche scientifique derrière, c'est la même qui mène à l'ultra-transformation. C'est exactement les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que c'est une approche qui ne voit l'aliment que comme une somme de quelques nutriments. Donc, pour moi, c'est un des fondements pour lesquels je m'oppose à ça de manière forte, mais voilà. Et puis, c'est aussi le fait qu'il laisse à penser au consommateur qu'un aliment sain serait un aliment équilibré nutritionnellement. Or, on sait que scientifiquement, c'est faux. Le seul aliment équilibré, c'est le lait maternel. Tous les aliments sont déséquilibrés. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple que je suis prêt à répéter 1000 fois s'il le faut, c'est qu'un fruit séché contient 5 fois plus de sucre pour 100 grammes qu'un soda. Vous pourrez aller voir la table SIQUAL française. Et pourtant, le soda est associé au diabète et à l'obésité dans de nombreuses études épidémiologiques, mais pas les fruits séchés. Donc, on voit bien que si on raisonne en trop sucré, ça marche pas. Parce que si je vous dis de pas manger trop sucré, il faut aller vers le soda. Et pourtant, non, il faut aller vers le fruit séché. Parce qu'il faut sortir des nutriments et regarder l'ensemble. Les fruits séchés, c'est une matière solide qu'on mastique. Il y a des fibres, des minéraux, des vitamines, de la satiété, et c'est des sucres naturels, donc matriciels, qui vont être libérés plus lentement. Le soda, c'est une matrice liquide, ultra transformée, des calories vides qu'on ne mastique pas, avec des sucres ajoutés. Et c'est le mot ajouté qui compte, puisque le problème, c'est pas le sucre, c'est le fait qu'on l'ajoute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un sucre qui n'a plus de matrice, qui a déjà été en amont extrait initialement de sa matrice alimentaire. Et c'est le fait que les composés soient extraits en amont de leur matrice alimentaire, quand on les rajoute après, c'est plus du tout le même effet. Donc en fait, il n'y a pas de bons et de mauvais nutriments, en vérité. Il n'y a que de bonnes et de mauvaises matrices alimentaires, et donc de bons et de mauvais degrés de transformation. Donc la valeur du nutriment dans l'aliment dépend de l'ensemble. C'est ça, s'il y avait un message à retenir, c'est ça. Et donc, la valeur d'un glucide, par exemple les féculents, la valeur des glucides des féculents dépend du degré de transformation, et donc de la matrice. Sucre lent rapide, c'est l'effet matrice, ce n'est que ça. Et donc, c'est pareil pour les minéraux, les fibres, les vitamines. Donc, il faut regarder l'ensemble. Et si l'ensemble est de qualité, on peut imaginer. J'aime bien dire que la matrice gouverne et les nutriments obéissent. C'est donc la matrice qui gouverne le devenir métabolique des nutriments. Plus la matrice est préservée, plus le devenir métabolique des nutriments sera régulé de qualité. C'est un peu comme un attelage, une diligence avec des chevaux. La diligence, c'est la matrice, et les chevaux, les nutriments. Si la diligence est bien contrôlée, les chevaux vont dans la bonne direction. Mais si la diligence, le cocher, je sais pas, il y a un accident, il tombe, les chevaux peuvent se séparer et aller dans toutes les directions. Et pourtant, la composition est la même. Donc ça, c'est important, et c'est les raisons pour lesquelles
je ne suis pas favorable à ces scores et qu'on a développé le score SIGA, euh, basé sur les travaux des Brésiliens, Nova, mes travaux sur l'holisme et le réductionnisme et l'expertise de SIGA qui a élaboré une liste exhaustive d'émutes utilisées dans l'industrie. Donc, par exemple, typiquement, si on faisait des exemples en score SIGA, un fromage peu transformé, je sais pas, on va dire du comté, peut être avoir un Nutri-Score E, mais peut être en score SIGA, enfin, je sais pas si c'est des notes ou des chiffres. Oui, oui, c'est de 1 à 7, ce serait SIGA 2, c'est-à-dire peu transformé. Non, pardon, SIGA 3, puisqu'on rajoute du sel. Oui, oui, bah après, bah oui, les scores de composition, si vous voulez, comme pour moi, le fondement scientifique n'est pas le bon, il entraîne forcément des aberrations de classement. Et donc, par exemple, dans une même catégorie, moi, j'ai vu des pâtes fromagères pour enfants allégées en gras, ultra transformées, qui sont mieux notées que des fromages traditionnels. Donc, on arrive à ce type d'aberration où un aliment ultra transformé est mieux noté qu'un aliment noble et brut. Enfin, pas brut, mais où on n'a pas ajouté de mute, de chimie comestible. Donc ça pour moi, c'est pas possible. Donc oui, SIGA, je prends l'exemple d'une pomme. Une pomme brute, c'est SIGA 1. Une purée de pommes, on fait cuire les pommes et puis on fait une purée de pommes sans sucre ajouté, SIGA 2. On ajoute du sucre pour faire une compote. Si on n'en met pas beaucoup, SIGA 3, et si on en met beaucoup, SIGA 4. Donc on prend Nova, mais on fait des sous-groupes en incluant de nouveaux critères scientifiques comme l'ajout. Mais c'est l'ajout qui compte, c'est pas les totaux. Et d'ailleurs, justement, ces scores prennent les totaux, malheureusement, alors que c'est l'ajout qui pose problème. Parce que dans le fromage, vous avez des gras naturels qui ne sont pas ajoutés. Et donc, voilà, pour moi, toutes ces erreurs conceptuelles font que ça ne peut pas marcher et que ça ne créera que plus de confusion qu'autre chose au final. Et que pour apporter de la clarté aux gens, il faut un score qui soit d'abord basé sur la qualité des ingrédients qui composent l'aliment. Quand vous achetez un produit, une voiture ou n'importe quoi, vous voulez savoir de quelle qualité il est. Donc, la qualité d'un aliment, c'est la qualité de ses ingrédients d'abord. Donc, en fait, sur l'emballage des aliments, on devrait avoir écrit en gros tous les ingrédients qu'il y a dedans, puisqu'on l'achète. Donc, c'est normal qu'on veuille savoir ce qu'il y a dedans. Voilà. Je dis pas que la composition, ça compte pas, attention. Elle est utile, mais elle va être utile pour équilibrer le régime quand on va combiner plusieurs aliments. Donc, à l'échelle d'une semaine, mais pas pour choisir un aliment. Pour choisir un aliment, ce qui compte, c'est la liste des ingrédients. Et donc, pour l'instant, c'est ce qu'on a de mieux pour définir un degré de transformation. On dit souvent que les produits ultra transformés, c'est un régime qui est moins cher, par exemple, que acheter ses fruits et légumes avec des ingrédients de qualité. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe? Non, c'est vrai. Toutes les études réalisées dans le monde sur. Alors, il y a eu il y a, alors j'ai plus en tête le nombre d'études, mais elles sont pas encore très nombreuses. Je sais que ça a été fait en Belgique, en France, au Brésil et aux USA. Dans tous ces pays où ils ont mesuré. Alors, là, c'est vraiment une approche globale. C'est-à-dire, ils prennent des milliers de produits et ils comparent. C'est-à-dire que soit ils comparent le prix des ultra transformés avec le groupe Nova 1 des aliments bruts, ou comme moi j'ai fait en France en distribution, j'ai comparé le prix des ultra transformés versus tout le reste, c'est-à-dire brut, peu transformé, normalement transformé. En tout cas, dans toutes ces études, les ultra transformés, quand on prend des milliers d'aliments ou des centaines d'aliments, c'est toujours moins cher. Donc nous, en France, on a observé en hypermarché que c'est 17% moins cher que tout ce qui n'est pas ultra transformé, ce qui est quand même pas rien. Et aux États-Unis, ils ont comparé ultra versus aliments frais, bruts et peu transformés. Et là, c'est moins 64%. Donc, la différence est gigantesque. Gigantesque. Ah oui, c'est énorme. Voilà. Alors après, là, c'est sur des centaines d'aliments. Après, vous pouvez avoir des exceptions. Par exemple, vous avez des steaks végétaux qui peuvent être assez chers, puisque c'est issu d'une recherche et développement très élaborée. Vous avez des yaourts aromatisés aux fruits qui peuvent être plus chers que des yaourts nature et qui sont ultra transformés. Donc, il y a des exceptions si on prend les aliments ou des groupes d'aliments un par un. Donc, il faut toujours distinguer l'approche globale, générique, et l'approche aliment par aliment. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Après, ceci étant dit, dans les 30% de produits industriels en France qui ne sont pas ultra transformés, vous avez des produits de qualité et qui ne sont pas si chers que ça. Et nous, on a fait un travail avec un grand distributeur mondial et les 122 hypermarchés qu'il a en France. Et on a pu calculer un caddie qui serait 3V, c'est-à-dire vrai végétal varié, où il n'y aurait pas de produits, très peu de produits ultra transformés
moins de produits animaux et plus de variété, on arrive quasiment au même prix qu'un caddie qui serait très riche en produits animaux ultra transformés. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, si vous diminuez l'excédent de calories animales, puisqu'on en mange trop en France, qui sont souvent ce qu'il y a de plus cher par rapport aux produits végétaux, et qu'on les remplace par des vrais produits végétaux, notamment des grains et graines, comme céréales complètes, légumineuses et fruits à coque, on arrive au même prix. Donc, je vais donner des exemples pour ceux qui nous écoutent de produits industriels de qualité. Donc, il y a les produits surgelés, certaines conserves, les yaourts nature qui sont pas ultra transformés. Vous pouvez trouver du miel qui n'est pas ultra transformé. Vous pouvez trouver des légumes secs en boîte, en carton, qui sont des produits industriels, mais qui sont pas chers, qui se conservent très longtemps, bons pour la planète, pour la santé et faciles à cuisiner. Donc, après, c'est plus une question pour les gens, je pense, de changer ses habitudes, ce qui est très difficile de changer une habitude alimentaire. Mais en tout cas, on démontre, et on n'est pas les seuls, qu'on peut quand même manger de qualité industrielle. OK. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, après, voilà, il faudrait que les gens puissent accepter un yaourt nature plutôt qu'un yaourt aux fruits aromatisés, des lentilles, du riz, des céréales complètes, voilà, plutôt que des plats préparés. Donc, le surgelé aussi, que les gens peut-être fassent le pas du surgelé, sachant quand même que la surgélation, la conservation par le froid a quand même un coût environnemental qui est très loin d'être négligeable, hein. Ouais. La chaîne du froid, on le sait. En tout cas, pour la santé humaine, tout ça sont des produits industriels vers lesquels on peut aller et en faisant un petit peu d'effort, on peut arriver à ne pas dépenser trop d'argent. Donc ça passe évidemment par une meilleure information et une meilleure éducation. Est-ce que ce serait pas une bonne idée de mettre l'alimentation et la nutrition, au même titre que le français ou l'histoire géo, comme une matière, qu'on enseigne à l'école? Ça peut être une bonne idée, non? Oui, moi, je suis engagé dans ce sens-là. Alors, voilà, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ont eu l'idée bien avant moi et je suis loin d'être le seul. Il y en a beaucoup, qui sont pas des chercheurs, qui sont du milieu politique associatif. Je pense qu'aujourd'hui, vu l'urgence, oui, on apprend à lire, compter et écrire, c'est ce qu'on dit. Malheureusement, on en est là. On devrait pas y être, hein, mais il faudrait apprendre à manger. Mmh. Donc, il faudrait rajouter un quatrième pilier. C'est vraiment urgent. Je pense qu'il faut le faire le plus rapidement possible, le plus tôt possible, dès 3 ans, de manière intelligente et surtout transmettre, le faire de manière participative, horizontale, très qualitative et holistique. C'est ça qui marche. Il faut pas enseigner les glucides, les lipides, les protéines de manière quantitative, ça marchera pas. Bon, j'ai pas trop le temps d'y revenir ici, mais j'ai aussi travaillé sur la j'ai travaillé avec un thésard sur la recherche en éducation à l'alimentation et il a abouti à des conclusions vraiment très intéressantes avec les enfants. Donc je pense que pour plusieurs générations, il faut le faire de manière urgente, mais aussi que le contenu soit enseigné de manière intelligente. En fait, il faut amener les enfants à arriver eux-mêmes à la conclusion. Pour faire les choses simplement, il faut pas les considérer comme des réservoirs qu'on remplirait avec des connaissances. Ça marche pas. Il faut être participatif, impliqué, faire des jeux sérieux, serious game, mobiliser ce qu'ils connaissent pour qu'eux-mêmes, par eux-mêmes, ils arrivent à la conclusion. Et là, ça marche bien. Et je pense qu'en faisant ça, on peut arriver à des résultats super encourageants, après, peut-être qu'au bout de 4 générations, si la bataille est gagnée contre l'ignorance, on pourra supprimer, l'éducation à l'alimentation. Alors, souvent, on n'aime pas parler d'éducation, mais plutôt d'instruction, puisque l'école instruit et les parents éduquent. Je sais qu'on a repris là-dessus. Donc, on pourrait parler d'une instruction à l'alimentation et que les parents, ensuite, ces enfants devenant eux-mêmes des parents, plutôt basculer dans l'éducation de leurs propres enfants. Est-ce qu'on peut revoir peut-être ensemble, on a parlé, un peu de ce qu'il faut pas trop manger, limiter sa consommation de produits ultra transformés. Qu'est-ce que ce serait une assiette équilibrée aujourd'hui, selon toi? Nous, on l'a défini par la règle des 3 V et des 4 V depuis 2024, sur conseil de mon collègue, directeur de recherche honoraire à l'INRAM, Michel Duru. Une assiette 3 V, les 3 premiers V, vrai, végétal, varié, c'est pour nous l'assiette idéale pour la santé. Et ensuite, le 4e V, vivant, c'est pour le système de production. Parce que vous pouvez avoir une assiette 3 V qui soit issue du conventionnel,
et une assiette 3V qui soit issue d'une agriculture qui protège le vivant. Donc, OK. agroécologie, bio, etc. Donc, pour nous, c'est l'assiette idéale. En fait, on a d'ailleurs fait une assiette 3V. Je pourrais envoyer le visuel à ceux qui me le demandent. Vous avez une assiette. Donc, verticalement, vous avez le degré de transformation. Au centre, un tout petit, pas plus d'un, deux produits ultra transformés. Ensuite, transformés et brut ou peu transformés en périphérie de l'assiette. Horizontalement, vous avez le végétal avec 85% de calories végétales et 15% de calories animales. C'est-à-dire trois portions de produits animaux par jour maximum pour un équilibre, on va dire, planétaire. Et dans chaque case, vous avez le varié. Sachant qu'il y a une hiérarchie. La bonne hiérarchie, en fait, dans l'idéal, c'est d'abord vivant, c'est-à-dire d'abord sourcer des produits qui sont issus d'une production régénératrice, du vivant. Ensuite, choisir les vrais aliments par rapport aux ultra-transformés, les faux aliments. Et au sein des vrais aliments, on varie les vrais produits végétaux et animaux, en végétalisant un peu plus. Je dirais que tout est dit, en fait. Il n'y a pas vraiment besoin d'en savoir beaucoup plus. Peut-être excepté 3 règles dans les vrais aliments, quand même. C'est important aussi dans les vrais aliments de faire attention. C'est qu'il faut favoriser les féculents complets à raffiner. Ça, c'est bien démontré. Les formes solides à liquides et ne pas ajouter trop de sel, sucre ou gras, évidemment, à la maison. Parce que si vous mettez dans Bouillotte Nature 20 grammes de sucre à chaque fois, ça va pas le faire. Donc, ouais. Mais globalement, je vous ai tout dit. Et vous voyez que le cœur, quand même, de ces recommandations simples et holistiques, c'est l'effet matrice et la structure de l'aliment. Et non pas d'abord les nutriments. J'aimerais peut-être revenir un peu sur une anecdote, ancienne. Dans les années 80, si je me trompe pas, je parle un peu sous ton contrôle, mais on a un peu diabolisé le gras. On a diabolisé le gras comme ça, comme quoi ce serait ça qui nous ferait grossir. Et en fait, depuis, le sucre a pris une place hyper importante dans nos régimes et c'est ça qui ferait augmenter nos chiffres sur l'obésité. Euh, c'est une question fondamentale et il faut expliquer aux gens, justement, pour enlever des mythes et pour voir comment des mythes se sont construits sur des données erronées. C'est né dans les États-Unis dans les années 60. C'est important d'expliquer parce que d'abord, le corps a besoin de gras. C'est 30% des calories quotidiennes, hein, les recommandations de l'ANSES, hein, ne l'oublions pas. Donc, diaboliser le gras, ça veut rien dire. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de bons et de mauvais nutriments. La valeur du gras dépend de l'ensemble et si c'est un gras ajouté ou naturel. Donc, l'effet matrice. Donc, pour choisir un gras, vous appliquez le gras, et je vais donner l'historique, mais je fais un peu des diversions. Pour choisir un gras, il faut appliquer vrai végétal varié et vivant. Donc, un gras plutôt bio, vrai, qui soit plutôt une huile, par exemple, vierge, première pression à froid, qui ne soit pas ultra transformée ou raffinée. Ensuite, végétal, bah, ça veut dire qu'il faut manger plus de gras végétal que animal. Et puis, varier les graisses animales et végétales. Vous voyez, c'est assez simple, hein, quand on applique le concept des 3D. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60 aux États-Unis? C'est fin des années 50 et début des années 60. Pour la première fois au monde sur la planète, on voit apparaître des maladies chroniques. Avant, c'était plutôt la déficience et la carence. Les gens pouvaient mourir de carences sévères. Voilà. Donc, c'est surtout ce qu'on connaissait avant-guerre. Donc, en fait, le gouvernement américain a demandé à ses chercheurs de trouver la raison. Pourquoi cette explosion de maladies cardiovasculaires qu'ils n'avaient jamais connues auparavant? Et il y avait 2 chercheurs à l'époque. Un chercheur dont j'ai oublié le nom à Londres, qui a accusé le sucre, et un chercheur aux États-Unis, Alexis Keys, qui est plus connu, que vous connaissez sans doute, qui lui pensait que c'était le gras. Bon, je vous la fais simple, mais vous pourrez trouver ça assez facilement sur Internet ou dans des bouquins sur l'histoire de l'alimentation. Et évidemment, il y avait des vendeurs de soda qui existaient depuis très longtemps aux États-Unis qui voulaient pas que le sucre soit accusé. Donc, il y a eu une pression, un lobbying intense de ces vendeurs de soda pour ne pas que le sucre soit pointé du doigt. Et c'est finalement les graisses qui ont été pointées du doigt. Donc, on voit que l'origine de la stigmatisation du gras est en fait économique. C'est pour des arguments économiques et non pas du tout une santé ni nutritionnelle. Donc, le gras va être accusé et le gouvernement américain va demander aux industriels à cette époque, dans les années 60, de faire des produits allégés en gras, ce qu'on appelle la low fat campaign, la campagne des produits allégés en gras. Bah, quand vous enlevez du gras dans un aliment, il y a 2 solutions. Soit la proportion des autres ingrédients augmente. Donc, qu'est-ce qui va augmenter? Bah, les protéines et surtout les sucres et les glucides. Ou soit vous remplacez une partie du gras en rajoutant des sucres ajoutés. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est là que va commencer à arriver le surpoids, l'obésité. Donc, vous voyez que l'approche par nutriment, nutricentré ne marche pas en prévention. Un nutriment n'est jamais responsable d'une maladie chronique. Ça n'a aucun sens. Et donc, en fait, non seulement on n'a pas éradiqué les maladies cardiovasculaires, mais on a surajouté
l'obésité et le surpoids qui va ensuite se propager dans le monde entier pour devenir une pandémie. Et donc, comme le gras est stigmatisé, le gras des produits animaux va être stigmatisé. Donc, on va faire des margarines pour remplacer le beurre. On va faire du lait demi-écrémé, etc., etc. Et donc, on va utiliser l'ultra-transformation pour faire ces produits allégés, évidemment. Donc, on va encore plus transformer les aliments. Et on va faire croire aux gens que le lait écrémé ou demi-écrémé est meilleur pour la santé que le lait entier, ce qui est totalement faux. Je conseille à nos auditeurs de prendre du lait entier. D'abord, c'est bien meilleur. C'est le gras qui donne souvent du goût au lait pour ceux qui aiment le lait. Donc, voilà d'où vient la stigmatisation du gras, qui n'a absolument aucun fondement scientifique. Par contre, il existe une recommandation, je dirais 2 recommandations pour nos auditeurs, qui sont une qui est publiée, pour laquelle il y a consensus, c'est de ne pas dépasser, alors ça varie selon les sources, mais moi, la source la plus récente que j'ai, ne pas dépasser 12% des calories quotidiennes en acides gras saturés, ce qui est tout à fait raisonnable. Et évidemment, ne pas ajouter trop de gras, ce qu'on appelle l'ajout, pas naturel, mais l'ajout. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. C'est vrai aussi pour le sucre. Mais quand j'ai dit ça, c'est pas stigmatiser le gras, c'est que c'est des calculs qui ont été montrés que il faut pas dépasser, par exemple, 12% de calories quotidiennes en acides gras saturés, ouais. Mais est-ce qu'on n'a pas tendance aussi dans nos régimes à surconsommer du sucre, que ce soit des sucres complexes ou enfin, je veux dire là, des sources de glucides? Quand je vois notre consommation de pain blanc en France, enfin, c'est énorme et je me dis que, Le il y a problème, peut-être un souci de ce côté-là, non? Je sais pas. le problème du pain, le problème, c'est toujours, moi, je sors toujours de l'approche par nutriments. Il faut toujours revenir à une approche holistique qui est l'essence de l'alimentation. Ça, j'insiste, ce sont des sciences holistiques par essence et non pas réductionnistes. Ça ne veut pas dire que le réductionnisme nutricentré n'est pas utile. Il faut continuer. Évidemment, on a besoin d'améliorer nos connaissances dans certains domaines. Mais s'il y a que ça et qu'on communique que ça au grand public, ça marchera pas en prévention. D'ailleurs, on voit bien, ça marche pas. C'est ce qu'on fait dans le monde entier, ça marche pas. Donc, il faut revenir à l'approche holistique. Le problème, c'est pas le sucre ni les glucides, c'est la qualité de la matrice. Pour les féculents, où c'est les glucides complexes, donc de l'amidon, de la fécule, plus la matrice est peu transformée, plus l'aliment est rassasiant, il est pas raffiné, l'index glycémique est bas. Donc, c'est pas un problème de quantité, c'est la qualité globale de l'aliment. Et pour les sucres, est-ce que c'est des sucres naturels ou ajoutés, tout simplement? Et là, je bascule dans la recommandation de l'OMS au niveau mondial, l'Organisation mondiale de la santé, qui est de ne pas dépasser 10% des calories quotidiennes en sucre libre. Mais les gens retiennent sucre. Mais non, c'est libre qui est important. Ça veut dire quoi libre? Qu'ils n'ont pas de matrice, ils sont libres de matrice. Et il y a 3 groupes de produits qui sont donnés par l'OMS. C'est les sucres des jus de fruits, oui, ils ont été pressés, donc ils sont libres puisqu'ils sont extraits des cellules. Les sucres ajoutés et le sucre du miel. Bon, le miel, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est dans la liste. Bon, après, on mange pas non plus des tonnes de miel, donc 10% de calories, ça fait 50 grammes maximum de sucre libre par jour. Idéalement 5%, si on rajoute les études sur les caries, notamment pour les enfants. Donc, il faut mieux retenir 5%, c'est-à-dire maximum 25 grammes de sucre par jour issus de jus de fruits, de miel et de sucre ajouté, que ce soit à la maison ou au niveau industriel. Mais il faut compter dedans tous les sucres ultra transformés cachés que les gens n'ont pas l'habitude de voir, comme les sucres invertis, les sirops de glucose, les maltodextrines, etc. Donc, en fait, les recommandations en glucides pour le corps humain, c'est 55% des calories environ. Ça dépend de l'activité physique, si vous faites du sport, etc. Ou si vous êtes une personne âgée ou pas. Donc 30% pour les lipides, 55% pour les glucides et 15% pour les protéines. Vous trouverez tout ça sur le site de l'ANSES, qui s'appelait l'AFSA à l'époque. Donc voilà, ça c'est bien établi par des approches réductionnistes qui ont été très utiles. Mais maintenant, pour choisir, il faut sortir des nutriments, vraiment. Il faut aller voir la liste des ingrédients, le degré de transformation et l'aliment dans sa globalité. C'est ça qui va compter pour votre santé, c'est pas les nutriments. Pour un peu clôturer cette partie, plat, j'aimerais voir ensemble, ce que tu penses du climat politique actuel sur, notamment la crise agricole. Il y a aussi la mise en pause du plan Écophyto. Donc le plan Écophyto, c'était un plan, gouvernemental pour revoir à la baisse notre, consommation de pesticides dans nos champs. C'est quoi ton avis, là-dessus? Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on en fait pas du tout assez? Est-ce qu'on va droit dans le mur? Là, je sors un peu de mon rôle de chercheur, hein, donc là, je m'exprime pas en tant que chercheur. Enfin, si, un petit peu quand même, parce que
Évidemment, on n'en fait absolument pas assez. Enfin, je veux dire, ce qu'on fait par rapport à l'urgence à laquelle on est confronté, qui est une urgence vitale, ce qu'on fait, enfin, c'est dérisoire, quoi. Non, je cite toujours cette étude qui m'avait marqué, je crois que c'est 2021, où des chercheurs ont calculé, alors c'est une approche de calcul, de modélisation théorique sur le papier. En tout cas, ça mérite d'exister. Que, alors, ils n'ont pas pris toute la population européenne, mais je crois que ça concerne à peu près 500 millions d'Européens, plutôt l'Europe occidentale et une partie de l'Europe centrale. En tout cas, ils ont calculé que si une grande partie des surfaces agricoles utilisées pour nourrir les animaux étaient attribuées à du végétal pour l'homme, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'animaux, mais on garde des animaux sur des prairies permanentes ou en pâturage extensif, eh bien, on pouvait nourrir de manière souveraine, c'est-à-dire sans aucune importation de l'extérieur, les 500 millions d'Européens, 100% en agroécologie, c'est-à-dire pas conventionnel. Donc, en fait, c'est tout à fait possible. Et je tiens à dire que le problème de nourrir la population mondiale, c'est pas un problème de quantité. On est 8 milliards. Il y a aussi des ingénieurs agronomes que j'ai pu lire dans des bouquins, notamment Capla, je me rappelle plus son prénom, Jacques Capla, je crois. Alors, ça n'engage que lui, hein, mais il explique, en ayant lu des données, que la planète Terre est capable de nourrir sans problème 12 milliards à 13, 14 milliards d'êtres humains. Donc le problème, c'est pas la quantité d'êtres humains, c'est que le système qu'on a choisi en priorité n'est pas durable. Et donc, ça crée des problèmes. Mais si on avait un système agricole régénérateur, ce qu'on appelle, moi, j'aime bien le terme d'agriculture régénératrice, qui n'est pas encore totalement bien défini en science, mais qui veut dire que elle détruit pas ce que l'environnement pour produire. Et au contraire, elle va le régénérer tout en produisant. On pourrait nourrir de nombreux êtres humains. Donc en fait, je trouve. Alors moi, je connais pas. J'ai pas eu le temps de me plonger, hein, honnêtement, sur tous ces plans-là, puisque bon, c'est un peu moins mon domaine. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que on, on sait qu'on peut faire bien avec une agriculture régénératrice, et que évidemment, on ne va pas assez loin, et que la politique agricole commune au niveau européen devrait soutenir en priorité l'agroécologie. On devrait tout miser là-dessus. La reconversion, alors aider les agriculteurs, on ne va pas les laisser évidemment, on va les aider, les accompagner de manière intelligente. Donc ça, c'est urgent. Et pour moi, c'est un article qu'on m'avait demandé d'écrire. Moi, je proposais qu'on s'appuie sur la règle des 4 V pour la politique agricole commune, c'est-à-dire on, on donne l'argent pour arriver vers les 4 V, c'est-à-dire végétaliser, donc supprimer les surfaces dédiées à l'alimentation des animaux souvent intensifs, dans des conditions de, de maltraitance très intenses. Ensuite, éviter l'ultra-transformation, donc ça veut dire généralement relocaliser, parce que plus on mange local de saison avec des transformateurs de petite taille locaux, moins on a besoin d'ultra-transformer. Et varier, donc polyculture. Et le système agricole qui soutient le mieux les 4 V, c'est le système de polyculture élevage extensif de taille moyenne en agroécologie. Et il y a d'autres études qui ont été publiées. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bah, ça veut dire qu'en fait, c'est des systèmes d'abord plus résilients au changement climatique, parce que si vous voulez, quand vous avez plusieurs variétés, notamment végétales, qui ne poussent pas toujours selon les mêmes critères pluviométriques, etc., c'est plus résistant s'il y a une catastrophe naturelle. Par exemple, s'il y a une sécheresse, peut-être certaines cultures ne vont pas résister, mais d'autres vont le faire. Par contre, si vous avez qu'une grande monoculture, bah là, vous avez tout perdu. Donc, c'est plus résilient, et il y a même d'autres études qui ont été publiées dans d'autres pays. Alors, je sais que j'ai un reportage en Corée où notamment, effectivement, si vous voulez, si on regarde des résultats scientifiques qui travaillent sur ces questions de systèmes agricoles les plus durables, on tend vers ce système, c'est-à-dire polyculture élevage extensif, de taille moyenne, et avec une agriculture régénératrice. Donc c'est le modèle qu'il faut soutenir, et il faut tout miser là-dessus, et tout le monde sera gagnant au final. Il faut arrêter de croire qu'il y aura des perdants. Il faut accompagner les gens qui font ce qu'ils peuvent dans le conventionnel, et leur dire on va vous aider à vous convertir en des techniques agroécologiques, parce qu'il y a pas que le bio sur la planète. Il y a plein de, si vous voulez, il y a plein de techniques régénératrices, hein, l'agroforesterie, replanter des haies. Alors, je m'y connais pas, mais la permaculture, j'en ai entendu parler, etc., etc. Donc, voilà en tout cas, mon positionnement humain et scientifique.
Bien, merci pour toutes ces réponses. Si tu le veux bien, on va passer à la dernière partie de cet entretien, donc le dessert, des questions un peu plus hors cadre et un peu plus légères. Alors c'est parti pour la première question dessert. Imaginons demain, Anthony Fardet, tu deviens ministre de la Santé et de l'Alimentation. Qu'est-ce que tu mettrais en place comme politique en premier lieu? J'interdirais les publicités alimentaires pour enfants en dessous de 18 ans pour les aliments ultra transformés. Je taxerais les aliments ultra transformés, comme je disais, une taxe pour payer les coûts cachés, c'est pollueur-payeur, hein, c'est logique. C'est pas moi, c'est pas aux impôts des Français de payer les coûts cachés de ces produits. Enfin, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Qu'est-ce que je ferais? Je ferais des recommandations alimentaires, un programme national nutrition santé beaucoup plus simple et holistique et impactant, c'est-à-dire qui est- être dit. Aujourd'hui, on peut pas être incrémental pas à pas. Il faut être disruptif de rupture et holistique. Voilà. Voilà en gros ce que je ferais. Je travaillerai avec l'éducation pour voir comment on peut rendre obligatoire l'éducation à l'alimentation ou l'instruction à l'alimentation, au moins pour quelques générations, quitte à arrêter une fois que c'est gagné, que le combat est gagné. C'est déjà pas mal. Mais après, pour faire ça, c'est facile de le dire. Mais une fois que vous êtes en place et que vous êtes confronté au réel, aux pressions très fortes, c'est évidemment une autre paire de manches. Donc là, c'est facile de le dire, mais après, de mettre en place, il faut des soutiens, il faut du courage, il faut accepter de prendre des coups et voilà, donc c'est Ouais, et puis c'est vrai que les lobbies de l'agro-industrie sont quand même très puissants et quand même, ils ont un poids économique très, très élevé. Donc c'est vrai il y a des lobbies partout, on peut faire du lobbying positif, hein, il y a des associations qui font du lobbying. Après, le lobby est efficace dans la mesure où on continue à acheter les produits. Mais si les gens, par l'éducation, font des choix différents à long terme ou à moyen terme et qu'ils achètent des produits de meilleure qualité parce qu'il y aura une revalorisation de l'acte alimentaire, parce que le plus important, c'est pas seulement une question de temps et d'argent, c'est surtout quelle valeur on donne à un acte qui soutient la vie en quelque sorte, humaine, animale et environnementale. Donc, un acte qui soutient la vie est éminemment précieux et il faut donner une place beaucoup plus centrale à l'acte alimentaire et essayer de montrer que le plaisir est au centre de l'acte alimentaire, le plaisir de cuisiner, de partager, le plaisir de manger, tout simplement, etc. Donc, c'était quoi j'ai dû oublier la question. non, là, c'était pour des politiques à mettre en place. Oui, voilà, donc, Tu as fait le tour. ouais, en tout cas, voilà ce qui me vient à l'esprit et ce dont je parle assez régulièrement, ouais. Si tu avais, des recettes ou des plats qui respectent la règle des 3 V, ce serait quoi? Est-ce que tu as des exemples de plats, on va dire traditionnels ou? Bah, ah, les 3 V, c'est plutôt donc c'est des règles scientifiques qu'on doit avoir en tête pour constituer ce qu'on appelle le régime, hein, donc plusieurs plats sur une semaine. Faire, on considère que l'équilibre nutritionnel en diététique, c'est en gros sur une semaine. Donc, moi, je mettrais l'accent puisqu'il faut réduire les calories animales. On en mange 2 fois trop en France. Ça veut pas dire ne pas en manger, attention, mais en manger moins et de meilleure qualité avec un bien-être animal respecté. Donc moi, je tâcherais de cuisiner des plats, d'ailleurs, on travaille un peu dessus en ce moment, à base de grains et graines, notamment de légumineuses et essayer de relancer puisque les grains et graines en France sont consommés à moins de 15 grammes par jour. Les céréales complètes, c'est moins de 14 grammes. Les légumineuses, c'est moins de 9 grammes et les fruits à coque, c'est moins de 7 grammes. Donc c'est insignifiant les grains et graines. Donc il y a une marge d'augmentation qui est gigantesque. Donc moi, pour sensibiliser, je crois que je tâcherais de travailler avec des cuisiniers pour faire des plats à base de légumineuses savoureux et attractifs. Donc pois chiches, haricots blancs, lentilles. Il y a plein de types de lentilles, il y a plein de types de haricots dans le monde, des pois chiches, etc. Je pense que c'est par ça et c'est ce qu'on essaye de faire nous avec les enfants en ce moment. Parce qu'on voit que c'est pas forcément aimé beaucoup, parce que le goût, soit c'est pas bien cuisiné parce qu'on a moins l'habitude de les cuisiner. Donc, je travaillerai là-dessus, ouais. Est-ce que tu as une citation, en lien avec l'écologie ou l'alimentation, qui t'inspire? Oui, alors, je dirais que, alors, moi, j'aime alors c'est la citation que je vous ai donnée tout à l'heure, bon, qui vient de moi, mais peu importe, c'est: «La matrice gouverne, les nutriments obéissent». Ça, j'aime bien, parce que je pense que profondément, c'est vrai. Et après, j'ai une autre citation qui est pas liée à l'écologie et à l'alimentation, mais qui peut s'appliquer à l'écologie ou à l'alimentation. C'est Mark Twain que je cite dans mon premier ouvrage,
halte aux aliments ultra transformés, ils l'ont réalisé parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Bon, c'est une phrase que j'adore parce que ça montre que, en fait, tout est possible. Donc moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Voilà, c'est à chacun de voir ce qu'il peut faire. L'idée, c'est d'arrêter de penser que les choses sont impossibles, puisque tout est toujours quasiment possible d'une manière ou d'une autre. Mais c'est plus de se demander, moi personnellement, qu'est-ce que je peux faire? Et arrêter de, disons, ne pas toujours dire que c'est la faute de l'autre. C'est l'expression, c'est la faute à Dudule. Euh, Parce que tout le monde pense que c'est la faute de l'autre. Les industriels disent qu'ils peuvent pas faire autrement, ils répondent à la demande des consommateurs. Les producteurs aussi, les distributeurs aussi, les consommateurs disent que c'est la faute des lobbies. Euh, donc chacun pense, c'est-à-dire que tant qu'on reporte la faute sur l'autre, bah, on peut rien faire puisqu'on pense que c'est l'autre qui a tort, donc on n'agit pas. Donc quelque part, c'est un peu se donner une excuse pour ne pas agir. Non, il faut arrêter ce discours, je pense, hein, je le pense profondément, et plutôt se demander chacun qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. Et en se posant cette question, bah, on s'aperçoit que si tout le monde fait un petit pas, eh bien, au final, ça fait une vague gigantesque. C'est un peu comme le triangle de l'inaction en écologie. Les consommateurs disent que c'est aux entreprises de changer leurs produits, et les entreprises disent que c'est à l'État de changer les lois. Enfin, c'est un peu le triangle qui Bah, mène c'est un peu ça, à bout du c'est-à-dire truc. que bah, là, on n'avance pas, c'est le statu quo, puisque Ouais. tout le monde pense que c'est la faute de l'autre, mais c'est pas que vrai en alimentation, hein, c'est vrai dans notre vie personnelle. Si on pense toujours que c'est la faute des autres, on n'avance pas. Hein. Est-ce que tu as, on a cité tes livres, est-ce que tu as des livres, des podcasts, des films, des documentaires que tu recommanderais à nos auditeurs en lien avec l'alimentation, la nutrition et l'environnement peut-être? Bah, les livres, moi, je vais citer les livres qui m'ont inspiré, qui sont ceux que vous trouverez sur mon blog personnel sur la première page. Il y a quand même trois auteurs qui m'ont beaucoup inspiré pour mes travaux. C'est Colin Campbell, qui est un grand chercheur américain à la retraite, qui a parlé de l'importance de l'aliment dans son entièreté. On dit whole en anglais, pas whole A2L, mais whole W-H-O-L-E, entier. Donc, il a remis l'importance au goût du jour, l'importance d'avoir des whole foods, c'est-à-dire des aliments entiers. Et donc, je vous encourage à lire son bouquin qui n'existe pas en français, en anglais, Holism. C'est un jeu de mots entre holisme et whole, holism. Donc ça, c'est formidable. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a éveillé au début des années 2010. Et puis, le deuxième bouquin, qui est cette fois-ci l'autre pendant, c'est Nutritionism de Georgi Skrinis, où lui, il fait à l'inverse, une analyse du réductionnisme nutritionnel depuis 1850 et comment on en est arrivé là. Donc, la lecture de ces deux bouquins, plus euh, Michael Pollan, qui est un journaliste spécialisé en alimentation aux États-Unis, qui a écrit des bouquins sur la réhabilitation des vrais aliments. Voilà, c'est ces trois lectures qui m'ont vraiment et beaucoup aidé, qui ont été un vrai déclic dans ma vie de chercheur pour adopter une approche holistique. Après, les films, il y en a tellement que j'en ai pas en tête plus particulièrement. Donc après, faut essayer d'aller voir, faire attention aussi. L'alimentation, tout le monde a un avis. Donc, c'est important aussi de voir derrière l'avis qui est formulé, peut-être dans les médias, d'abord d'où vient l'avis. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt caché? Parce que des fois, il peut y avoir des conflits d'intérêt cachés, c'est-à-dire que quelqu'un dit quelque chose, mais si on fouille un peu plus, on s'aperçoit qu'il a un lien avec une entreprise agroalimentaire et qu'il a intérêt à le dire. Donc, faut être vigilant. Tu as dit que tu avais un côté plutôt optimiste. Mm. Tu es plutôt optimiste sur l'avenir de notre planète. Ah oui, moi, je suis quelqu'un de très optimiste, tout simplement parce que c'est meilleur pour la santé que d'être pessimiste. Il y a eu des études aussi là-dessus et quelqu'un disait, de toute façon, à chaque instant, j'ai le choix entre être optimiste ou pessimiste. J'ai choisi d'être optimiste parce que de toute façon, c'est ce qu'il disait, c'est meilleur pour la santé et je me sens mieux. Donc déjà, c'est un bon argument. Non, ça veut pas dire qu'il faut pas être pessimiste et qu'il faut pas, enfin, surtout pas être cynique. Je pense que ça sert à rien. Non, je suis optimiste parce que le monde tel qu'il est, il a été façonné par l'homme. Donc ça veut dire que l'homme est capable de le changer, tout simplement. Et puis, si on regarde l'histoire de l'humanité, il y a eu des grands changements, des fois, qui sont apparus très rapidement. Donc, si tout le monde s'y met, pour moi, la question, c'est pas est-ce qu'on va y arriver ou pas. On va y arriver, le changement, puisque de toute façon, il va être inévitable. Inévitable. On ne pourra pas faire autrement. Non, la question, c'est à quelle vitesse, surtout. Et moi, j'essaye à mon niveau de faire que ça puisse aller plus vite et d'accélérer la courbe.
la courbe de croissance. Mais ça arrivera puisque de toute façon, on n'aura pas de choix, hein. Quand les rendements vont s'effondrer, qu'il y aura des sécheresses ou trop, une température trop élevée ou des inondations et qu'on aura du mal à se nourrir, on va être obligé d'opérer des changements. De toute façon, on n'aura pas le choix. Voilà, donc c'est plutôt une question de vitesse. Est-ce que toi, au quotidien, tu as changé un peu au cours de ta vie, des habitudes de vie, que ce soit, je sais pas, la consommation de viande rouge, tes voyages en avion limités, je sais pas, un Les petit voyages en achat un peu avion, je carré? voyage très peu en avion, une fois par an à peu près, quand j'ai pas de choix. Parce que je suis pas un fan de l'avion non plus, donc bah, je le fais de temps en temps, ouais, parce que mon travail, bah, des fois, j'ai pas le choix. Après, oui, dans mes habitudes alimentaires, c'est vrai qu'au fur et à mesure de mes travaux, bah, je fais attention maintenant quand j'achète industriel je regarde la liste des ingrédients, ce que je ne faisais pas avant 2012-2013, puisque j'étais pas éveillé à ce concept. J'ai réduit ma consommation de viande rouge et de produits animaux en général, notamment le soir. Donc, bah, j'essaye de faire ce que je peux pour tendre. J'y arrive pas toujours vers les 3 V, c'est-à-dire réduire les ultra transformés. Là, j'ai vraiment végétalisé plus, notamment le soir, et puis de manger varié le plus que je peux, voilà. Bon, et puis après, j'essaye aussi de regarder la source des aliments. Donc, quand je peux acheter bio et que je peux me le permettre, je le fais. Et puis, bah, après, dans les habitudes, bah, je trie mes déchets, mais beaucoup de gens le font. Je suis pas le seul, loin de là. Voilà ce que j'essaye de faire. Est-ce que tu as un conseil à donner à un futur, chercheur, dans l'agroalimentaire, dans la nutrition? Bah oui, oui et non. Alors oui, comment dire? C'est plutôt basé sur mon expérience de chercheur, c'est-à-dire, il faut pas se laisser enfermer par la science, notamment la science réductionniste, c'est-à-dire un sillon qui est tracé, puis rester dans le sillon et puis être enfermé dans une vision, scientifique qui peut devenir un paradoxe, mais non plus un paradigme. Donc attention à ça. Moi, si j'ai pu aussi, élaborer toutes ces nouvelles théories, c'est parce que je suis sorti des sillons préexistants. C'est-à-dire que c'est bien ce qu'ont fait les gens avant, mais il faut aussi savoir remettre en question et se demander des fois pourquoi quelque chose ne marche pas. Donc moi, le conseil que je vais donner, c'est que si vous voulez faire des découvertes importantes, vous allez pouvoir les faire que si vous sortez du mainstream et du sillon dominant. Si vous restez dans le même sillon, c'est pas forcément là qu'on fait les plus grandes découvertes importantes. Donc moi, je dirais qu'il faut être passionné et puis essayer de et puis aussi de faire, la recherche publique, en théorie, doit être au service de la société. C'est d'où le mot public. Donc, l'autre conseil que je donnerais, c'est soyez engagés. Alors, militant, c'est autre chose, mais on peut être un chercheur engagé dans le sens où on a envie de faire une recherche qui aide la société. Alors, il y a beaucoup de chercheurs qui le font, hein, dans la recherche médicale. Je suis loin d'être le seul, mais en alimentation, je pense que c'est des conseils que je donnerais. Donc, pour résumer, être engagé pour la société, essayer d'avoir une approche holistique aussi, et puis ne pas se laisser enfermer dans la science, ce qu'on appelle le scientisme, où la science devient une forme de religion et on est un peu prisonnier euh, d'une certaine forme de technoscience réductionniste. Et puis bah là, on a du mal à faire ce qu'on appelle des breakthroughs. Les Anglais disent breakthrough, c'est-à-dire un changement de rupture, quoi. C'était une question que je voulais te poser peut-être en entrée plutôt, mais la recherche dans le public, c'était un choix, que tu voulais absolument ou, un choix personnel? Non, au début, je savais pas. Et puis quand j'ai travaillé 1 an pour Danone Lu et que j'ai pu voir un peu ce que c'était que la recherche et développement dans le privé, j'ai compris que c'était pas trop mon truc et que j'avais beaucoup plus un profil public, en fait. Et donc, naturellement, j'ai été dans la recherche publique et je suis plus fait je suis plus fait pour ça de par ma nature profonde, ma façon de fonctionner, mes valeurs, entre guillemets, évidemment. On peut avoir des valeurs très positives dans le privé, hein. Là n'est pas la question, bien évidemment. Mais, voilà, ça s'est fait naturellement, mais c'est surtout mon expérience dans le privé qui m'a montré que j'étais pas fait pour la recherche dans le privé. Parce que la recherche dans le privé, bah, ce qui est normal, hein, il y a quand même une finalité développement produit. Dans le public, il y a une grande liberté. Moi, j'ai la liberté de travailler depuis 2011 sur des sujets qui m'intéressent, au bénéfice de la société, et cetera. Donc, c'est beaucoup plus varié. Je suis pas enfermé sur des quelques produits, quoi. On touche à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as des objectifs, en 2025, peut-être des potentiels, nouveaux livres, nouveaux ouvrages, nouvelles recherches? Pour les nouveaux livres, non, parce que bah, pour écrire un livre, faut avoir des choses nouvelles à dire. Je pense que c'est la moindre des choses. Donc, pour l'instant, non.
J'ai un blog personnel que je mets à jour. Donc, globalement, pour l'instant, je pense que j'ai pu communiquer tout ce qui me paraissait important à dire d'un point de vue scientifique. Pour mes projets de recherche, oui. Alors, donc c'est en 2011 où vraiment j'ai réorienté mes recherches. Avant, je faisais sur du laboratoire de manière assez classique jusqu'en 2010-2011. Donc entre 2011 et 2022, pendant 11 ans, j'ai fait toutes ces recherches que j'ai décrites qui m'ont amené à tous ces concepts et ces nouvelles théories holistiques et unificatrices. Et puis maintenant, on est dans une autre phase où on veut porter sur le terrain nos travaux. Donc c'est ce qu'on appelle la recherche-action ou la recherche participative. Et donc là, je suis dans un projet européen de recherche participative. Donc pour moi, maintenant, les années à venir, c'est comment utiliser toutes ces théories qui me paraissent robustes et solides quand on les applique dans la réalité, comment les utiliser pour changer le réel. C'est-à-dire comment les mettre en pratique. Donc pour moi, là, maintenant, l'enjeu, il est le suivant pour, je dirais, la troisième phase de ma carrière, puisque je suis rentré dans une troisième phase. Voilà, c'est sensibiliser, travailler avec des non-chercheurs, c'est ce qu'on appelle la recherche participative dans les laboratoires vivants. Et on s'aperçoit que les non-chercheurs ont aussi beaucoup de choses intéressantes à dire auxquelles on ne pense pas, puisqu'eux, ils sont dans la réalité. Et donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est ça la suite. C'est voilà, comment utiliser la théorie, parce qu'il faut d'abord une théorie au départ. Hein. Pour agir, on agit toujours sur la base de concepts et de théories. Maintenant que tout ça, pour moi, a été élaboré, c'est comment les mettre en pratique de manière très concrète et facile d'accès et que le réel change. Eh bien, on te souhaite bon courage pour cette nouvelle phase dans ta carrière. Et en tout cas, je voulais encore te remercier pour avoir accepté mon invitation. Merci. Pour ces échanges très intéressants, toujours, c'est toujours le cas. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on échange tous les deux. Donc, Ouais. C'est toujours un grand plaisir de t'accueillir. Merci de ta confiance. Hein. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que des gens s'il y a des gens qui nous écoutent, et je pense qu'il y en aura, comment ils peuvent aussi se faire le relais sur le terrain aussi ou dans leur vie quotidienne de ce qui aura été dit, quoi. C'est ça. N'hésitez pas à vous abonner, à repartager cet entretien. Il y a beaucoup de gens qui sont pas abonnés, qui regardent. C'est important de vous abonner, de lâcher un pouce bleu, de vous abonner sur Spotify, de mettre les 5 étoiles. Donc voilà. Je mets en lien ton blog, enfin ton site internet, et aussi les liens pour acheter tes livres, si ça intéresse des gens pour aller plus loin. Donc en tout cas, je te remercie encore une fois, et je te dis à bientôt, et encore merci. Merci Antoine, merci pour ta confiance, et puis à très bientôt.